nouvel accrochage à la frontière entre Israël et le Liban. 2 charges explosives ont blessé 2 soldats israéliens dans un véhicule blindé. Le Hezbollah a revendiqué et Tzahal a riposté. Tous les détails dans un instant. La ville de Kobani sur le point de tomber aux mains des djihadistes de l'EI en Syrie. Les frappes aériennes de la coalition restent impuissantes et la Turquie n'intervient toujours pas militairement malgré les discours en ce sens du président Erdogan. L'Europe refuse de céder à la panique après le premier cas de contagion au virus Ebola enregistré en Espagne, mais des mesures sanitaires supplémentaires seront prises rapidement aux frontières notamment. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Après donc le premier incident survenu en début de semaine, on peut parler d'une sorte d'escalade entre Israël et le Liban, ou plus exactement le Hezbollah, qui revendique donc ce soir avoir placé et activé 2 charges explosives cet après-midi à la frontière nord donc de l'État d'Israël. 2 soldats israéliens ont été blessés. On va y revenir évidemment largement, car cela suscite ce soir des inquiétudes, car il semblerait que l'on assiste à une sorte de tournant dans cette paix froide qui existait jusqu'à présent, en tout cas depuis quelques années. On va en parler avec nos invités. Yitzhak Levanon, bonsoir. Bonsoir, ambassadeur d'Israël, et notre expert militaire. Bonsoir, Maxime Pérez. Bonsoir, on verra dans un instant votre sujet. On retrouvera également nos envoyés spéciaux qui sont devant l'hôpital de Haïfa, où sont soignés justement les 2 soldats blessés, Elliot Schenberg et Julien Baloul, qui sera en direct avec nous dans quelques instants. C'est notre premier gros titre ce soir. بأي شكل من أشكال الدعم والمؤازرة والمساندة التي نستطيعها. قامت مجموعة الشهيد علي حسن حيدر بتفجير عبوة ناتفة عند مرتفعات شبعة في دورية إسرائيلية مؤللة. אנחנו הוכחנו שאנחנו מגיבים בעוצמה על כל ניסיון לפגוע בנו, בין אם זה בדרום, בצפון או בכל גזרה אחרת. Voilà donc pour cet accrochage qualifié donc de sérieux ce soir. On va en parler dans un instant, mais on revient tout de suite en images sur ce qui s'est passé en détail avec ce sujet préparé par Maxime Pérez. Un hélicoptère Black Hawk s'envole vers l'hôpital de Haïfa dans un épais nuage de fumée. À son bord, 2 soldats israéliens légèrement blessés quelques instants plus tôt par une charge explosive. L'engin a été actionné à proximité d'un tank dans le secteur réputé sensible des fermes de Sheba, à la frontière israélo-libanaise. 30 minutes après ce premier incident, une seconde charge explose dans la zone. Cette fois, pas de victimes côté israélien. Mais Tzahal réplique lourdement. Des dizaines d'obus d'artillerie visent le territoire libanais. L'armée israélienne prend notamment pour cible 2 positions du Hezbollah, qui revendique officiellement l'attaque via sa chaîne de télévision Al-Manar. À 14h22, le groupe du martyr Al-Hassan Haïdar de la résistance islamique a fait exploser une bombe sur les collines de Sheba contre une patrouille israélienne, faisant des blessés parmi les soldats de l'occupation. Fait rare depuis la guerre de 2006, il s'agit du 2e accrochage frontalier qui survient dans le secteur en l'espace de 48 heures. Dimanche, une patrouille israélienne avait ouvert le feu en direction de 3 hommes armés qui s'approchaient de la clôture de sécurité. Un soldat libanais avait alors été légèrement blessé. Dans un communiqué, l'armée israélienne affirme qu'elle tenait Beyrouth pour responsable de tout débordement à sa frontière nord. Une manière de dire qu'en cas de nouvelle guerre avec le Hezbollah, les infrastructures libanaises ne seront pas épargnées. En attendant, la sécurité a été renforcée autour des localités israéliennes frontalières du Liban, des localités qui pourraient bien être la prochaine cible du Hezbollah.
Alors, on y revient en détail, évidemment, parce que cela peut peut-être préfigurer d'une escalade encore plus forte. On est donc avec Maxime Pérez et vous, Yitzhak Levanon. Est-ce que vous êtes inquiet ce soir? Est-ce que vous avez l'impression que le Hezbollah peut chercher à provoquer un nouveau conflit avec Israël? Regardez, je crois que si on fait une analyse profonde, ça nous amène à la conclusion que ce n'est pas dans l'intérêt de Hezbollah. Mais n'empêche que c'est un incident. C'est un incident qui est arrivé et je considère très sérieux à mon avis, pour plusieurs motifs. La première chose, c'est que Hezbollah, pour la première fois depuis 2006, il a revendiqué officiellement. Il a dit dans un communiqué de presse. Et secondo, je crois que le fait qu'il dit que c'est une réponse à ce qu'Israël a fait, Israël n'a pas admis qu'elle a fait, mais à ce qu'Israël a fait en tuant Ali Haïdar, qui a essayé de désamorcer une station d'écoute. Et troisièmement, le 7 octobre 2006, c'était exactement la date que 3 soldats israéliens ont été capturés par le... 2000, par le Hezbollah, ils ont été tués, bien sûr. Donc, le tout ensemble m'amène à la conclusion que c'est un incident qui est sérieux et qu'Israël doit le prendre en considération dans cette manière-là. Mais si je fais l'analyse totale et si je me mets dans la peau de Hezbollah, je crois qu'il n'a pas un intérêt aujourd'hui d'avoir une escalade, disons, générale avec Israël. Maxime Pérez, sur ce que vous avez récolté comme information, justement, l'état d'esprit du Hezbollah ce soir? Bon, il n'y a pas de volonté de guerre ouverte contre Israël et totale, comme on a pu le voir en 2006, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et d'implications derrière. Mais néanmoins, il y a cette phrase extrêmement forte qui a été tenue il y a quelques minutes seulement à Beyrouth par un haut responsable du Hezbollah. Je me permets de vous la lire. Pour la première fois depuis 2006, nous avons revendiqué aujourd'hui une opération contre l'armée israélienne dans la région des fermes de Sheba. La signification de cet acte est qu'à partir de ce jour, la politique de notre organisation et notre conduite à l'égard d'Israël et de son armée a changé. Autrement dit, c'est la fin de cette période de retenue observée par le Hezbollah depuis la deuxième guerre du Liban en 2006. Et autrement dit, c'est un nouveau front qui s'ouvre. Alors, demain matin, il ne faut pas s'attendre à une escalade à la frontière, mais on risque d'assister à la multiplication de ce genre d'incidents frontaliers comme aujourd'hui avec des charges explosives et évidemment le risque d'embrasement à chaque riposte de l'armée israélienne. Je voudrais quand même préciser que ce changement de politique, des règles du jeu, dont parle ce soir le Hezbollah, en réalité, il est en vigueur depuis cette frappe qui a eu lieu au mois de février dernier contre un convoi d'armement qui arrivait dans la région de Baalbek en provenance de Syrie, un convoi du Hezbollah qui a été visé par l'aviation israélienne et quelques jours après, Nasrallah parlait déjà de changement des règles de jeu. D'ailleurs, en mars dernier, soit quelques semaines après cette frappe israélienne, 2 charges explosives de 20 kilos avaient été actionnées dans ce même secteur des fermes de Sheba contre des patrouilles israéliennes. Comment on explique ce... Moi, je crois je suggère qu'on regarde ça d'un angle un peu différent. Si je me mets à la place de Hezbollah, en Syrie, il n'a pas réussi beaucoup ces derniers jours. Il lutte dans la Bekaa contre Daesh à la fois et contre Jabhat al-Nusra, pas avec de grands succès. Il n'a pas réussi aussi à ramener Bachar el-Assad de retour à Quneitra ou dans le Golan, parce que Bachar el-Assad ne réussit pas à reprendre les villages que Jabhat al-Nusra a conquis. À l'intérieur du Liban, il est critiqué, le Hezbollah est critiqué par la faction libanaise chrétienne et par le Premier ministre ou l'ex-Premier ministre libanais. Donc, il est critiqué, il a demandé qu'il arrête, disons, ce qu'il fait en Syrie et qu'il laisse le Liban tranquille. Donc, il se trouve dans une situation qui est un peu fragile, je dirais, dans cette situation-là. Et donc, c'était normal de se tourner vers Israël, de faire un petit coup, comme voilà, il redore son blason. Il dit, je suis là, j'existe toujours. Je ne crois pas que le Hezbollah, il a l'intention maintenant d'ouvrir une guerre totale parce qu'il sait carrément, il le sait. Ça, je vous le dis avec certitude. Il le sait, quelle sera la réaction d'Israël. C'est zéro tolérance. Et si on serait obligé, d'ailleurs, je crois que le chef d'état-major l'a dit de façon très claire, il y a 2-3 jours, c'était la veille de Kippour, si on est obligé, disons, de faire la guerre contre le Hezbollah, ce sera différent de la fois passée. Donc, ça veut dire qu'il y avait peut-être des éléments déjà du renseignement militaire israélien, Maxime Pérez, qui s'attendaient peut-être à des tentatives là, du Hezbollah? Oui, ça fait plusieurs semaines maintenant que les renseignements militaires israéliens qui sont extrêmement actifs au Sud-Liban parce qu'ils ont des drones, des caméras de surveillance à disposition qui travaillent
en permanence, eh bien, ils ont remarqué des mouvements inhabituels, des hommes armés, dont certains sont identifiés comme appartenant au Hezbollah par leurs apparences, même des éléments de l'armée libanaise qui s'approchent de la frontière israélienne, de cette clôture de sécurité, qui font, semble-t-il, un travail d'observation qui peut plus tard servir à des attaques frontalières comme celle qu'on a vue cet après-midi et même dimanche, mais elle avait été, rappelez-vous, déjouée, des tirs contre cette cellule, ce commando du Hezbollah qui a, semble-t-il, tenté de s'infiltrer. Donc non, je rejoins sur la globalité ce que dit M. Levanon, à la différence près qu'aujourd'hui on peut dire, en tout cas ce soir, que le compte à rebours vers une nouvelle confrontation globale et violente entre Israël et le Hezbollah a certainement été enclenchée, même si elle prendra 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il est évident qu'aujourd'hui la priorité du Hezbollah, c'est de préserver le front Est, d'empêcher l'infiltration de djihadistes vers la Syrie, depuis la Syrie vers le territoire libanais, mais qu'à moyen long terme, le Hezbollah reviendra à sa première vocation, qui est la lutte armée contre Israël. Disons qu'à ce stade-là, je crois que la politique israélienne elle est très claire. On n'a aucun intérêt et aucune intention de déclencher une guerre avec le Hezbollah, pas pour le moment. Mais il y a une chose qui est très certaine, c'est que la politique israélienne, c'est de zéro tolérance. Que ce soit la frontière libanaise ou d'autres frontières. On parle maintenant du Hezbollah, et ça peut être aussi l'armée libanaise, parce qu'on a vu il y a 2-3 jours un soldat libanais, ou bien ailleurs, dans le Golan. Il y aura zéro tolérance parce qu'Israël ne peut pas se permettre, dans la situation qu'on se trouve dans le Moyen-Orient, où enfin, tout le monde lutte contre tout le monde, sans merci. Je crois qu'Israël a pris cette position-là et elle n'a pas changé, elle ne changera pas face à face du Hezbollah. Zéro tolérance face à Hezbollah. Alors il y a toujours derrière évidemment le Hezbollah, on pense toujours voir la main de l'Iran. Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui peut-être de la part de l'Iran d'activer le Hezbollah contre Israël? Est-ce que ça peut être une piste ou pas, Maxime? Oui, il y a toujours peut-être cette volonté de détourner l'attention de ce qui se passe en Syrie, d'élargir le front. On sait à quel point aujourd'hui les cartes sont brouillées avec ce qui se passe en Irak et en Syrie, avec toutes ces organisations djihadistes, islamistes, kurdes qui combattent les unes contre les autres, avec cette coalition extrêmement hétéroclite autour des États-Unis avec des pays arabes modérés, mais également la Turquie dont le rôle est ambigu. Donc dans tout ça, évidemment, ce qui peut faire évidemment provoquer un véritable bouleversement, ce serait évidemment un conflit dans lequel Israël serait obligé d'intervenir. Et c'est pour ça que ces derniers temps, on a beaucoup alerté du côté israélien sur les risques d'un embrasement sur le plateau du Golan de la part d'éléments djihadistes comme le groupe Jabhat al-Nusra, y compris en Jordanie. Rappelez-vous ce message qui a été transmis par Benjamin Netanyahou aux États-Unis il y a quelques semaines en cas d'attaque massive et de tentative d'infiltration du groupe Daesh en Jordanie contre le royaume, eh bien Israël interviendra parce que c'est une ligne rouge. Donc on peut supposer qu'évidemment dans tout ce jeu d'alliance qui se met en place, l'Iran peut être tenté de brouiller les pistes en provoquant Israël et évidemment en remettant en cause tout ce jeu d'alliance auquel on assiste et qui est extrêmement fragile en réalité. Peut-être que de façon allégorique, je dirais que, je parle de l'Iran, peut-être qu'elle a un certain intérêt pour chauffer un petit peu la situation entre Hezbollah et Israël, mais pas faire bouillir, disons, le pot. Non, des petites escarmouches ici et là pour dire que, bon, voilà, on est là, on existe, et la donne continue à être la même chose, mais je crois que l'Iran, aujourd'hui, elle est occupée, elle est franchement occupée avec Daesh, avec l'État islamique, parce qu'elle est contre l'État islamique. Et elle a un intérêt aussi d'arriver avec l'Occident sur les pourparlers sur le nucléaire, elle a un vrai intérêt. Et donc je crois que faire chauffer ou bouillir la situation entre Israël et le Hezbollah, ce n'est pas de son intérêt. Mais peut-être une escarmouche ici et là pour dire à tout le monde que n'oubliez pas que nous sommes toujours là. Mais je crois que les choses vont se calmer et que peut-être d'ici à autre, on va trouver une autre escarmouche ou un autre petit incident. Et j'espère qu'il ne sera pas un grand accident, parce que dans ce cas-là, Israël n'a pas d'autre alternative que de réagir massivement. Ouais, donc un nouveau conflit, évidemment, juste après celui qui a eu lieu cet été, ça serait quand même beaucoup et très proche. Justement, quelles sont les forces aujourd'hui, on va dire, du Hezbollah? Il est engagé en Syrie, on le sait, depuis longtemps. Est-ce qu'il a les moyens de soutenir deux fronts? Imaginons que le conflit vienne à escalader avec Israël. Est-ce qu'il a les moyens?
Le Hezbollah dit que oui, il est capable de tenir deux fronts, à savoir un premier front en Syrie et à la frontière libanaise pour repousser les tentatives d'incursion djihadiste, et également un second front au sud, cette fois contre Israël, dans le cadre d'une guerre, d'une opération militaire israélienne, même de frappe préventive, ce qui avait déjà été évoqué ces dernières années par Israël comme possible réaction, réarmement du Hezbollah. En réalité, non, le Hezbollah, contrairement à ce qu'on dit, est une force beaucoup moins importante en termes d'hommes que le Hamas. On parle de 15 000 hommes, dont aujourd'hui près d'un tiers sont en Syrie ou déployés dans cette région de la Bekaa frontalière de la Syrie. Ils tiennent des positions, ils tiennent des bases extrêmement stratégiques de réapprovisionnement qui servent aussi de base arrière pour leurs combattants qui sont employés. Le tiers, il est en Syrie. Absolument. Mais les 2 tiers sont au Liban. Ouais. Et secondo, il a 100 000 missiles. Absolument. Les missiles ne sont pas en Syrie. C'est Donc évidemment lui, il a la capacité. C'est évidemment le bémol, c'est qu'aujourd'hui les systèmes, l'arsenal de roquettes et de missiles du Hezbollah est déjà en place au sud du Liban. La plupart de ces missiles sont tournés vers Israël. On parle même de missiles de longue portée déjà déployés au cœur de Beyrouth, ce qui pose un problème pour Israël, alors que depuis des années, les troupes d'infanterie israéliennes s'entraînent à la réoccupation du sud du Liban et pas de larges portions de Beyrouth pour neutraliser justement cette menace de roquettes. Donc aujourd'hui, vous savez, vous mettez des hommes sous terre comme le Hamas l'a fait pendant ces 50 jours de guerre contre Israël. Vous actionnez à l'aide de télécommandes ces missiles et ces roquettes, vous les pointez vers telle ou telle ville et c'est comme ça que vous menez une guerre. Donc dans une certaine limite, le Hezbollah peut tenir évidemment un front, mais évidemment, ça n'est pas son intérêt. Il faut évidemment le souligner et le rappeler ce soir. Le rôle du Liban, justement, puisque Israël ce soir pointe aussi la responsabilité vers Beyrouth, vers le gouvernement libanais. Est-ce qu'aujourd'hui, ce gouvernement libanais, Yitzhak Levanon, vous semble en état de pouvoir encore contenir les velléités? Regardez, après la résolution du Conseil de sécurité qu'on a signée avec le Liban, seulement l'armée libanaise a le droit d'être proche de la frontière israélienne, pas le Hezbollah. Donc, si le Hezbollah descend d'une certaine latitude, disons, vers la frontière israélienne, il est en violation de cette décision du Conseil de sécurité. Le responsable, c'est le gouvernement libanais. La seconde chose, oui, nous, on pointe le gouvernement libanais parce que je crois qu'Israël a été très clair que cette fois-ci, la réaction israélienne, au cas où on est en train de parler d'une guerre généralisée avec le Hezbollah, et je crois que le Hezbollah, il a toujours des effectifs qui sont capables de le faire, même s'il a un tiers de ses effectifs en Syrie. Comme je viens de le mentionner, ces missiles sont toujours au Liban, il a deux tiers de ses effectifs humains qui sont sur place. Je crois que la réaction israélienne serait complètement différente de ce qu'elle a été il y a 8 ans. On est conscient carrément de la capacité, disons, de missiles ou de forces ou de feu, disons, que le Hezbollah possède. Nous savons très bien quelle est la détermination de Nasrallah de faire activer cette force de feu. Donc, je crois que la réaction israélienne, elle sera complètement différente. Et nous, on a demandé que le Hezbollah soit conscient de cela, que cette fois-ci, ce ne sera pas seulement le Hezbollah, ce sera tout le Liban. Et c'est pour cela qu'on parle aussi des infrastructures libanaises. Donc, c'est une pression interne du gouvernement libanais contre le Hezbollah de rester tranquille. Ouais. Maxime Pérez, on a vu donc cet après-midi Tsahal a riposté en visant des positions du Hezbollah. On est prêt à une opération d'envergure aujourd'hui. Le front nord est prêt à s'ouvrir côté israélien? En tout cas, les forces israéliennes ont été entraînées pour faire face à un possible réchauffement de la situation avec le Liban et bien sûr le Hezbollah. Donc il y a des entraînements qui ont été menés avec beaucoup d'intensité ces dernières années, à la fois quand Gabi Ashkenazi était chef d'état-major de Tsahal. Ça a été ce grand chantier de restructurer l'armée israélienne, parce que évidemment 2006 ça s'est pas forcément très bien passé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des coupes de budget. On en parle d'ailleurs de ces coupes budgétaires dans la défense qui risquent d'affecter l'entraînement, le niveau de préparation de ces soldats. Mais évidemment, aujourd'hui, à la faveur d'un travail de renseignement extrêmement pointilleux de l'armée israélienne, la banque de données, la banque de cibles aux mains de Tsahal est considérablement supérieure à ce qu'elle était au moment de la deuxième guerre du Liban. En 2006, il y avait à peu près 600 cibles qui étaient déjà identifiées avant le déclenchement de la guerre. Aujourd'hui, on parle d'une banque de cibles du Hezbollah et même d'autres factions palestiniennes qui sont en place au sud du Liban de près de 10 000 cibles, des rampes de lancement, des bases, des positions avancées, des postes de commandement. C'est quelque chose d'assez considérable, et avec la puissance qui est celle de l'aviation israélienne, évidemment, cela peut porter un coup majeur au Hezbollah, mais il y a aussi une contrepartie, c'est ces
roquettes qui peuvent être tirées de façon extrêmement massive contre l'arrière-front israélien et les systèmes antimissiles aujourd'hui à disposition de l'armée israélienne n'offrent qu'une réponse partielle à ces menaces. Alors on va évidemment continuer d'en parler. On va s'intéresser maintenant justement à ces 2 soldats israéliens dont on vous parlait, qui ont été blessés cet après-midi. Donc lors de cet accrochage, on va retrouver devant l'hôpital Rambam de Haïfa notre envoyé spécial Julien Baloul. Bonsoir Julien. Des précisions d'abord sur l'état de santé des blessés ? Oui, absolument. Nous venons de parler à l'instant au responsable des urgences de cet hôpital de Rambam, qui est vraiment juste derrière moi. Il nous disait donc qu'ils ont admis ces 2 soldats dans des blessures légères. Ils sont arrivés par hélicoptère depuis la frontière libanaise. L'un d'entre eux a été opéré. Ils devraient être libérés de l'hôpital d'ici quelques jours. Ils sont actuellement surveillés pour vérifier évidemment l'étendue des blessures. Ils sont sous antibiotiques également pour éviter une infection généralisée. Ce qui était assez intéressant de voir, Jean-Charles, c'est que ce médecin, ce responsable des urgences, nous disait ceci nous ramène quelques années en arrière. Évidemment, faites que vous comprenez référence à la Seconde Guerre du Liban. Alors Julien, on revient avec vous exactement sur ce qui s'est passé cet après-midi, donc ces 2 engins explosifs qui ont été activés le long de la frontière. Oui, absolument. Donc, ce sont 2 soldats qui ont été blessés, des soldats de l'ingénierie militaire qui, justement, vérifiaient la zone à la recherche d'éventuels engins explosifs. Lorsque l'un d'entre eux a explosé, le Hezbollah a immédiatement revendiqué l'attaque. Il a affirmé que c'était une riposte à l'assassinat, à l'élimination d'un de ses militants, comme le Hezbollah l'a dit. Ce qui est intéressant également de voir, c'est que, d'une part, le Hezbollah a revendiqué l'attaque. Il ne s'est pas caché. On n'a pas eu, si vous voulez, de quelques heures de suspense. Le Hezbollah a tout de suite revendiqué l'attaque et l'armée israélienne a riposté avec des dizaines de tirs de mortier sur le sud du Liban. L'armée israélienne considère le Hezbollah comme responsable, mais également le gouvernement libanais. Quelle est la situation ce soir justement le long de cette frontière, Julien ? Il y a eu donc des tirs de riposte cet après-midi. Pour l'instant, on s'en tient là ? Pour l'instant, on s'en tient là en effet, mais l'armée a tout de même demandé aux habitants de la région, notamment de Metula, de ne pas s'approcher de la frontière. Elle a demandé à la fois aux touristes, aux habitants de s'éloigner de la frontière autant que possible. Peut-être qu'il y a encore d'autres engins explosifs qui sont dans la région. On rappelle tout de même qu'il y en a un deuxième qui a explosé 1 ou 2 heures après le premier. Donc la situation reste tendue. Le Hezbollah, on le rappelle, est quand même impliqué en Syrie. Il combat contre Daesh, contre le front Al-Nosra. Il est impliqué dans beaucoup de crises. On le voit mal offrir un front contre Israël, mais les incidents se multiplient à la frontière tout de même. Merci Julien Baloul en direct donc de l'hôpital Rambam de Haïfa. Il y a eu cet été, Yitzhak Levanon, cette opération contre le Hamas à Gaza. La crainte finalement aujourd'hui d'Israël, c'est de revivre le scénario de 73, c'est-à-dire d'avoir plusieurs fronts comme ça ouverts simultanément. Regardez, l'intérêt d'Israël, c'est de ne pas l'avoir. Mais si on est obligé de le faire, on n'a pas d'autre choix que de se défendre. Mais je crois qu'il y a une petite différence lorsqu'on parle de Hezbollah avec le Hamas. Si vous avez remarqué pendant la guerre de ce qu'on appelle la guerre de Gaza, et on a parlé beaucoup de cela, et que Israël ne voulait pas éliminer, entre guillemets, disons, le Hamas. Pour plusieurs motifs. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais les faits, disons, sur le terrain, c'est que le Hamas, il est toujours là-bas. Avec le Hezbollah, je crois que l'objectif israélien serait un peu différent. Disons, il n'a pas de scrupules, il n'a pas de limites pour aller plus loin face à cet ennemi qui s'appelle le Hezbollah. Donc, dans la réaction israélienne, à mon avis, c'est vrai que ça sera très dur parce qu'il possède des missiles à courte, à moyen et à longue portée et que la population civile de la réforme va souffrir. Mais je crois que la réponse israélienne va être telle que Israël ne va pas, disons, considérer beaucoup, disons, quelle serait la réaction ou quelle serait la position ou quel sera le futur de Hezbollah. Sinon, la réaction doit être massive, très forte pour mettre fin très vite à cette situation-là. Ouais, c'est un ennemi, on va dire, différent du Hamas. Vous partagez ce point de vue également, Maxime Pérez ? Oui, il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est vrai que le fait que le Hezbollah aujourd'hui siège au gouvernement libanais, qu'il est même une force influente de ce pouvoir, même s'il est fragile, donne à Israël la possibilité évidemment d'élargir sa riposte aux institutions libanaises. Pendant la guerre de 2006, Israël s'était contenté de bombarder l'aéroport de Beyrouth pour empêcher les approvisionnements en armes depuis Téhéran, et aussi ce fameux quartier de Darkieh, ce fief du Hezbollah au sud de Beyrouth, qui a littéralement été rasé. C'est une doctrine d'ailleurs
qui avait été mise en place à l'époque par Gadi Eisenkot, qui est aujourd'hui pressenti peut-être comme le futur chef d'état-major de Tsahal. Peut-être que le Hezbollah s'en souviendra s'il est nominé. En tout cas, il y a évidemment des cibles beaucoup plus significatives à viser pour l'armée israélienne. Et cela, évidemment, a un effet de dissuasion immédiat, parce que quand vous touchez des centrales électriques, quand vous touchez des ponts, quand vous touchez la capitale même du Liban, il faut rappeler aussi que le Hezbollah ne fait plus l'unanimité comme il pouvait le faire il y a quelques années dans le pays du 7. C'est une organisation qui est contestée pour son implication en Syrie. Cela, évidemment, provoque des tensions à Tripoli avec la communauté sunnite. Les chrétiens non plus, qui tiennent un petit peu, qui sont un petit peu le poumon économique du Liban aujourd'hui, redoutent aussi cet engrenage avec ce conflit syrien qui déborde de plus en plus sur le territoire libanais. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui, évidemment, jouent pour Israël, et Israël, évidemment, saura à quoi s'en tenir si, évidemment, les hostilités reprennent. C'est vrai, vous avez mentionné le Dahia, la partie sud de Beyrouth. Et la région était limitée, elle était restreinte. Elle a été détruite, mais c'est pas tout Beyrouth. Moi, je me souviens à l'époque des gens qui m'ont appelé à 300 mètres de la Dahia. Il était dans des restaurants, dans des cafés. Cette fois-ci, ça ne va pas être pareil, à mon avis. Il y a aussi la région de Baalbek. Il y a aussi de la frontière où le Hezbollah est en train d'aider Assad. Ce sera des cibles aussi. Donc ça peut affaiblir le Hezbollah sur d'autres fronts. Donc c'est pour cela que je dis que si ça arrive, et ici Israël n'a pas intérêt pour l'instant que ça arrive, mais si on est obligé de le faire, je crois que les règles de jeu seraient différentes de ce qu'il a été en 2006. Alors, comme chaque soir, on a voulu bien prendre et recueillir l'avis de citoyens israéliens, justement, à propos de cette situation à la frontière nord avec le Liban. Écoutez ce que ça donne. Il y a beaucoup de ressources naturelles, du pétrole, du gaz, ce genre de choses. Et le régime là-bas est instable. Le grand empire américain peut facilement maîtriser la situation. C'est même ce qu'il tenterait de faire, mais je pense que c'est n'importe quoi, c'est de la poudre aux yeux. L'Iran n'est pas une vraie menace, ce ne sont que des foutaises de la part d'Israël. Netanyahou compare l'Iran au Hamas ou à Daesh. Tout ça, ça n'est que de la propagande idéologique. Je pense qu'on se concentre trop sur l'Iran. On devrait se concentrer sur nous-mêmes. Quoi qu'il arrive, eux feront ce qu'ils veulent et nous aussi, nous ferons ce que nous voulons. Je ne pense pas que la communauté internationale comprenne bien ce qui risque d'arriver si l'Iran atteint réellement des capacités nucléaires. Voilà donc réponse évidemment au dossier iranien qui n'est pas si éloigné finalement que cela de celui du Liban, puisque l'Iran est derrière le Hezbollah également, et des capacités nucléaires de l'Iran. Merci Yitzhak Levanon. Merci Maxime Pérez donc, pour cette analyse. On suit évidemment de près la situation, et dans un instant on parlera de la Syrie et de la ville de Kobané. Restez avec nous. Nouvel accrochage à la frontière entre Israël et le Liban. 2 charges explosives ont blessé 2 soldats israéliens dans un véhicule blindé. Le Hezbollah a revendiqué, Tsahal a riposté tout à l'heure. La ville de Kobané sur le point de tomber aux mains des djihadistes de l'EI en Syrie. Les frappes aériennes de la coalition restent impuissantes et la Turquie n'intervient toujours pas. On en reparle dans un instant. L'Europe qui refuse de céder à la panique après le premier cas de contagion au virus Ebola en Espagne, mais des mesures sanitaires supplémentaires seront prises rapidement aux frontières notamment. La situation inquiétante donc ce soir dans la ville de Kobané, cette ville kurde tout près de la frontière turque dans le nord de la Syrie qui est assiégée depuis plusieurs jours par les djihadistes de l'État islamique. Ils se rapprochent un peu plus chaque jour malgré les frappes aériennes de la coalition, malgré la présence de l'armée turque déployée à sa frontière à quelques kilomètres. Eh bien, ils se rapprochent un peu plus de l'objectif qui est de faire tomber cette ville, ce qui serait ce soir sur le point d'être réalisé. Leslie Rezoug. Kobani sur le point de tomber aux mains des djihadistes. Pour la première fois depuis le début de l'offensive il y a 3 semaines, les membres de l'État islamique sont entrés dans la principale ville kurde à la frontière turco-syrienne. Après avoir été encerclée pendant plusieurs semaines, la ville est désormais le théâtre de combats de rue entre les combattants kurdes, les Peshmerga et les djihadistes. Une guérilla urbaine à l'avantage de l'État islamique pour le moment.
Fort de sa supériorité militaire et numérique, les membres de l'organisation comptent bien prendre le contrôle de cette ville stratégique. Au nom de Dieu et grâce à l'aide de Dieu, nous sommes maintenant sur la montagne qui surplombe la ville d'Ain al-Arab, ou celle que les Kurdes appellent Kobani. Les soldats de l'islam vont désormais se diriger vers cette ville. Les soldats de l'État islamique sont sur le chemin afin de décider de l'issue de la bataille. Une perspective qui inquiète. Après le vote du Parlement la semaine dernière pour rejoindre la coalition, le président turc Recep Tayyip Erdogan juge désormais nécessaire une opération terrestre pour freiner le groupe djihadiste. Ce n'est pas en larguant seulement des bombes depuis les airs que vous mettrez un terme à cette terreur. La terreur ne sera pas stoppée tant que nous ne coopérerons pas en vue d'une opération terrestre avec ceux qui mènent le combat sur le terrain. De leur côté, les manifestants kurdes expriment leur colère. Ils dénoncent l'inertie d'Ankara qui, selon eux, n'intervient pas de manière suffisamment efficace dans sa lutte contre l'État islamique. La police anti-émeute est notamment intervenue ce mardi avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau dans les rues d'Istanbul pour disperser les manifestants. Ce mardi, la coalition a mené 4 raids pour freiner la progression de l'État islamique. Un échec pour le moment, car ces derniers continuent à progresser. Malgré tout, en Irak, les Pays-Bas ont aussi lancé leur première frappe ce mardi. 3 bombes ont été larguées sur des véhicules de l'État islamique, tirant sur des combattants kurdes. Et toujours en Syrie, mais dans le nord-ouest, cette fois, un prêtre catholique franciscain et plusieurs de ses fidèles ont été enlevés par un groupe djihadiste lié cette fois à Al-Qaïda. Cela se passe dans la localité de Kounia. On est sans nouvelles d'eux depuis dimanche soir. Et puis en Grande-Bretagne, on vient de l'apprendre également, la police antiterroriste a mené aujourd'hui une opération à Londres qui aurait permis de déjouer une vague d'attentats préparés par des sympathisants justement de l'État islamique. 4 personnes au moins ont été arrêtées, pas d'autres détails pour l'instant. Les djihadistes qui étaient justement recrutés la plupart du temps en Europe, en Amérique du Nord ou bien en Australie, eh bien pour la première fois, c'est la police japonaise qui a interpellé plusieurs personnes sur son territoire, des Japonais qui s'apprêtaient eux aussi à partir faire le djihad en Syrie. Léa Volbert. C'est une première. Un étudiant japonais âgé de 26 ans est soupçonné de vouloir rejoindre le djihad islamique. L'information a été révélée par un quotidien nippon lundi. Des enquêteurs ont aussitôt perquisitionné le domicile et saisi le passeport du jeune homme dont l'identité n'a pas été révélée. Il était scolarisé dans l'université d'Hokkaido au nord du Japon. J'ai lu ça dans le journal et honnêtement j'étais très surpris. J'avais entendu dire qu'il avait pris une année sabbatique. La communauté musulmane est extrêmement réduite au Japon, comptant tout au plus quelques dizaines de milliers de fidèles, pour la plupart convertis. Jusqu'ici, Tokyo s'était maintenu à l'écart de la flambée djihadiste. Selon le porte-parole du gouvernement nippon, le jeune homme de confession musulmane aurait planifié un départ en Syrie pour cette semaine. Nous avons ratifié la résolution 2178 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la lutte contre les combattants terroristes. Et en tant que membre de la communauté internationale, notre pays mène une politique active de prévention du terrorisme. Cette résolution, ratifiée le 24 septembre dernier, enjoint les pays membres de l'ONU à se mobiliser contre les combattants terroristes. Si la police prouve la culpabilité de l'étudiant, il encourt une peine d'emprisonnement comprise entre 3 mois et 5 ans sans travaux forcés. En Iran, une délégation de l'AEIA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, est à Téhéran depuis ce matin pour de nouvelles discussions sur le nucléaire iranien. Il reste en effet encore plusieurs points à éclaircir avant la date butoir du 24 novembre, fixée par le groupe des 5+1 pour obtenir un accord global. On va en parler justement en détail à présent. Bonsoir Daniel Haïk. Alors, cette visite des experts intervient au lendemain d'une explosion encore mystérieuse qui a visé, semble-t-il, le site de Parchin, qui est l'un des sites sensibles nucléaires. Que sait-on au juste de cette explosion? Parce qu'il y a plusieurs rumeurs qui font état de plusieurs choses. On sait on ne sait pas grand-chose, mais on sait qu'il y a une explosion. Elle n'a bien entendu pas été revendiquée. Même ceux qui envisagent l'option d'une opération de sabotage
effectué peut-être par des Israéliens, par des unités israéliennes. Bien entendu, du côté israélien, on ne réagit pas. La position israélienne est claire à chaque fois dans ce domaine. Il faut savoir que il y a toujours une alternative à une opération militaire massive. Vous savez que le Premier ministre Benjamin Netanyahou est partisan, il a été longtemps partisan d'une opération militaire contre les installations nucléaires iraniennes. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé au cours des derniers mois à cause du conflit à Gaza, à cause de Daesh, mais il est certain qu'il en a été question la semaine dernière à la Maison-Blanche lors de la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama. Mais à défaut d'une opération militaire, eh bien, il y a eu, on sait que l'État d'Israël dispose de plusieurs options, plusieurs alternatives pour essayer d'entraver la progression du programme nucléaire iranien. Il faut savoir que en Israël, on est très inquiet de la poursuite de ces négociations et qu'on estime que les Iraniens veulent gagner du temps absolument pour pouvoir faire aboutir ce programme. Et donc, il est possible que les Israéliens aient voulu utiliser l'une de leurs palettes, l'une de leurs options. Il y a eu des options d'élimination de savants à de multiples reprises. Il y a eu des explosions mystérieuses, effectivement. Il y a eu toutes sortes et puis, il y a eu, bien entendu, aussi cette cyberguerre avec l'injection de virus ultra sophistiqués dans les programmes informatique du nucléaire iranien. Tout cela, ce sont des options. Là, il y a une option. Il est possible que ce soit donc un sabotage effectué par certaines unités. Il faut dire pas plus tard qu'hier, il y a eu une soirée d'hommage à l'unité des commandos marins de l'armée israélienne qui, pour des multiples opérations effectuées en territoire ennemi, et il est possible que donc effectivement ce puisse être une opération militaire, une opération israélienne. Maintenant, il y a aussi l'option. C'est un site sur lesquels les Iraniens effectuaient des essais de nucléaire. Il est possible qu'il y ait eu un accident de travail. On ne sait pas véritablement. Quoi qu'il en soit, de toutes les manières, cela met l'Iran dans une position difficile à la veille de la reprise des négociations, parce que quelque part, on voit que finalement, les Iraniens sont dans une position délicate. La communauté internationale veut absolument prouver qu'elle ne veut pas leur donner l'option de croire qu'il est possible d'aller jusqu'au bout de ce programme. Et donc, quelque part, il n'est pas impossible même que les Américains, dans l'absolu, aient laissé faire une telle opération, un tel sabotage par des puissances occidentales ou par peut-être donc Israël. Il y a plusieurs options. Quoi qu'il en soit, les Iraniens ont de bonnes raisons d'être inquiets. Cela exprime le retour du dossier iranien sur le devant de la scène et l'inquiétude des puissances 5+1 face à une possibilité d'aboutissement de leur programme nucléaire. Merci beaucoup Daniel Haïk. En Europe, à présent, on essaie d'éviter la panique au lendemain de l'annonce du premier cas de contamination sur le sol européen par le virus Ebola. Il s'agit d'une infirmière espagnole qui a soigné plusieurs malades qui avaient été contaminés en Afrique et qui étaient soignés dans son hôpital. De nombreux pays annoncent en tout cas des mesures sanitaires supplémentaires pour se protéger de l'épidémie. Julia Ganancia. La propagation du virus Ebola est entrée dans une nouvelle phase cette nuit. La confirmation est tombée. L'aide-soignante espagnole devient la première personne à contracter la maladie en dehors de l'Afrique. 2 tests ont confirmé que la femme âgée de 40 ans est infectée par le virus mortel. Selon les autorités sanitaires, l'aide-soignante est maintenue dans un état stable et est traitée de manière isolée. Les médecins surveillent l'apparition d'éventuels symptômes sur ses collègues et son mari. Ce nouveau cas sème le doute sur les mesures prises pour contrôler la propagation de cette maladie mortelle. L'aide-soignante avait soigné le mois dernier 2 missionnaires rapatriés en Espagne après avoir été infectés par la fièvre hémorragique. Ils sont tous les 2 décédés depuis. Ils n'ont pas fourni d'informations convaincantes selon nous. Je pense qu'il faut qu'ils expliquent ce qui s'est passé et ce qui a provoqué cet échec. C'est vraiment surprenant ce qui s'est passé ici. Avec toutes les mesures de sécurité, je ne peux rien dire de plus. Cherchant à apaiser les craintes d'une infection aux États-Unis, le président Barack Obama a déclaré hier que les chances d'une épidémie dans son pays étaient extrêmement faibles. Étant donné les mesures mises en place, la qualité de notre système de santé et la nature du virus Ebola qui ne se transmet pas facilement, les risques d'une épidémie d'Ebola aux États-Unis sont extrêmement faibles. Il a promis cependant d'accentuer la pression sur d'autres pays pour intensifier la lutte mondiale contre l'épidémie. Ebola a déjà tué plus de 3400 personnes en Afrique de l'Ouest.
Et justement, l'épidémie Ebola, ce sera le thème du débat du Grand Direct dans une vingtaine de minutes. Déjà emprisonné en France, le terroriste vénézuélien Carlos, qui a sévi dans les années 70 et 80, va se retrouver à nouveau devant une cour d'assises. Et cette fois en tant qu'auteur principal de l'attentat contre le drugstore Publicis commis à Paris en 1974. C'est le fruit d'une très longue enquête qui vient d'aboutir à sa mise en cause. Léa Volbert. Ultime rebondissement judiciaire dans l'affaire Carlos. Près de 40 ans après les faits, le terroriste vénézuélien Ilich Ramirez Sanchez s'apprête à être jugé pour meurtre avec préméditation. Le 15 septembre 1974, une grenade est lancée peu après 17h dans le drugstore Publicis, à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Rennes. L'explosion fait 2 morts et 34 blessés. Elle est revendiquée 5 ans plus tard par Carlos dans le journal algérien El Watan. S'ensuivent des années de cavale et une multitude de condamnations. Après un non-lieu prononcé en 1983, la police française arrête le terroriste au Soudan en août 1994. Le terroriste est alors mis en examen et jugé par Jean-Louis Bruguière. Faute de preuves solides et de temps, le dossier restera longtemps en suspens jusqu'à ce que les juges d'instruction Jeanne Duillet et Gilbert Thiel se saisissent de l'affaire il y a quelques années. Jeanne Duillet a signé vendredi dernier l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. Âgé de 65 ans aujourd'hui, Carlos est incarcéré en France depuis 20 ans. Il purge 2 peines de réclusion criminelle à perpétuité. La première prononcée en 1997 pour le meurtre de 3 hommes à Paris en 1975. La seconde confirmée en appel en 2013 pour avoir organisé 4 attentats à l'explosif en France qui ont fait 11 morts et près de 150 blessés en 1982 et 1983. Et on reste en France. La ville de Lille, qui est tenue par la gauche, vient de décider de suspendre son jumelage avec la ville israélienne de Safed, située dans le nord d'Israël. Et ce, en raison de l'opération Bordure Protectrice menée cet été. La ville de Lille qui estime que l'émotion suscitée par les destructions et les victimes à Gaza sont trop fortes à Lille pour ne pas entraîner de réaction de sa part. Alors on est en ligne justement avec quelqu'un qui a réagi contre cette décision en France, Philippe Lefebvre, qui dirige l'association France-Israël pour le nord de la France. Bonsoir Philippe Lefebvre. Bonsoir monsieur. Alors, d'abord, est-ce que vous avez été surpris de cette décision ou est-ce que c'est quelque chose qui était dans l'air depuis cet été ? Alors, sur la forme, surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que la ville de Lille puisse prendre une telle décision. Surpris sur la forme, surpris sur le fond, non, puisqu'on connaît malheureusement depuis un certain temps l'ambiance à la mairie de Lille et j'allais dire que cette décision était dans l'air du temps puisque dans la presse locale, immédiatement après le début des événements en Israël, la ville de Lille avait pris position en s'interrogeant sur l'utilité et le maintien de jumelage avec Sfat. Donc surpris, oui et non, en tout cas assez triste et assez peu fier d'être un Lillois aujourd'hui. Ouais. Alors ça veut dire finalement que jusqu'à présent, Lille qui entretenait une sorte d'équilibre en disant être jumelée avec une ville de Cisjordanie et une ville israélienne, là, brise cette neutralité ? Oui, elle la brise, et c'est d'autant plus curieux qu'il y a 2 ans, au dîner du CRIF régional, Madame Aubry avait publiquement condamné les boycotts. Elle s'était fait attaquer dès le lendemain par sa minorité verte. D'ailleurs, Madame Brisson, qui est l'adjoint, qui a annoncé le communiqué localement, n'est pas suspecte d'être antisioniste et d'avoir des positions. Donc, Madame Aubry, il y a 2 ans, critique un boycott, et aujourd'hui, pour des raisons finalement autres, accrédite un boycott, puisque ça n'est rien d'autre que cela. Ça veut dire qu'on cède aussi à la pression de la rue, puisque c'est ce que demandaient les manifestants. On cède à la pression de la rue, enfin c'est une décision qui va mériter qu'on y réfléchisse, mais c'est une décision qui est incompréhensible et qui en tout cas accrédite l'idée de céder à la pression de la rue, puisqu'on vient dire c'est trop dangereux, c'est trop problématique, donc suspendons le boycott. Ça n'est pas glorieux. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ça représente un petit peu un climat en France qui... il y a eu un glissement cet été finalement avec toutes ces manifestations très violentes parfois contre Israël ? Absolument, c'est un glissement très net. Un glissement très net qui se confirme de jour en jour avec une classe politique française qui est très pusillanime sur ce sujet.
Merci beaucoup Philippe Lefebvre d'avoir réagi en direct. Je rappelle que vous dirigez donc l'association France-Israël pour le nord de la France après donc cette décision de la ville de Lille de suspendre ce jumelage qu'elle entretenait avec la ville de Tzfat dans le nord d'Israël. L'économie tout de suite. Et pour l'économie, on retrouve Lionel Friedfeld. Bonsoir. Bonsoir, Charles. Analyste financier. On va avec vous évoquer deux gros sujets. Tout d'abord, la Grèce, qui a longtemps été mise au banc des pays européens en raison de son économie et qui là veut renouer avec la croissance. Effectivement, c'est en tout cas les dires du ministre des Finances grec qui a annoncé une croissance estimée pour 2014 à plus 0,6%. Mais le plus intéressant, c'est plus de 3% de croissance pour 2015 et c'est également une réduction de la dette à 168% du PIB. Et même le gouvernement grec est en train de dire que si l'économie est en train de pousser encore plus, ils vont pouvoir même réduire les taxes de près de 30%. Ça veut dire quoi, que la Grèce en a fini avec ses problèmes et son endettement colossal? Alors, oui et non, parce qu'en fait, derrière, il y a une opération évidemment de communication, car il y a des élections en 2015. La réalité est un peu plus contrastée. Notamment, Standard & Poor's a noté la dette grecque à B-, ce qui est assez moyen. Le taux de chômage est quasiment à peu près de 23%. Alors, c'est vrai qu'il a baissé, mais il est extrêmement important. La richesse nationale, le PNB, est de 480 milliards de dollars. Mais l'économie grecque n'est pas industrielle, ça représente simplement 11%. C'est, on va dire, tiré par le tourisme. Juste un mot avec vous, Lionel, de ce programme que lance maintenant l'État d'Israël qui va privatiser un très grand nombre d'entreprises dont il possédait finalement la majorité. Effectivement, 5 grandes entreprises nationales qui pourront rapporter jusqu'à 5 milliards de dollars à l'État israélien. La société d'eau, Mekorot, de gaz, de distribution de gaz, La Poste et également les ports de Haïfa et d'Ashdod. Aujourd'hui, c'était des entités qui étaient gérées par Government Company Authority, par l'autorité qui gérait les participations de l'État. Mais demain, il va y avoir des introductions en bourse sur le TAZ, la bourse de Tel Aviv. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, donc analyste financier. Alors que les musulmans terminent ce soir leur fête de l'Aïd, la communauté juive, elle, s'apprête à rentrer dans la fête de Sukkot, une fête qui voit, comme le veut la tradition, pousser un peu partout en Israël, ces cabanes faites à base de branchages. Reportage à Tel Aviv, justement, dans les préparatifs de cette fête. Mathias Inbar, Maël Benoliel. Ambiance de fête à Tel Aviv. Nous sommes au cœur de la mégalopole. Habitués aux concerts et autres manifestations politiques, la place Rabin propose ici un tout autre visage, avec ses cotillons, ses étrogues, ses draps en français, ses branches de myrte et saule, et puis ses loulaves, ses rameaux de palmier. Les Israéliens se préparent ainsi à Sukkot, traditionnellement appelée la fête des cabanes, une fête qui ponctue le mois de la nouvelle année juive. Le peuple juif a vécu 40 ans dans le désert à sa sortie d'Égypte. Ils n'avaient ni maison, ni de murs, pas même de caravane. C'est en mémoire de cette histoire que par symbole, nous vivons dans la soukha pour remercier Dieu d'avoir fait des miracles à nos ancêtres. Ici, tout est scruté de près, car au moindre défaut, ces 4 espèces ne seraient plus cachères selon la tradition juive. Résultat, il faut s'armer de patience et surtout y mettre le prix. Je scrute mes diamants pour la fête, peu importe le budget, quoique je mettrai autant d'argent que j'en dispose dans mes poches. Même les touristes se prêtent au jeu, loin d'y voir un spectacle, ils retiennent plutôt la spiritualité des lieux. C'est un rituel vieux de plus de 2000 ans, non? Je trouve pas ça bizarre, au contraire, j'aime ça. Point d'orgue de ces fêtes du Nouvel An juif, les fêtes de Sukkot à Tel Aviv, ville plutôt laïque, celle que l'on surnomme la ville qui ne dort presque jamais. Ici se mêle parfaitement bien modernité et, comme vous le voyez derrière moi, tradition. Les sports, c'est tout de suite. Les sports, il va être question de Formule 1 ce soir. Lise Barenbaum, bonsoir. On va d'abord évidemment se tenir informé des nouvelles de l'état de santé du pilote français Jules Bianchi. Oui, 48 heures après son terrible accident lors du Grand Prix du Japon, le pilote de 25 ans est toujours dans un état très grave mais stable. Selon le dernier communiqué publié par sa famille, il est toujours dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Yokkaichi pour un traumatisme cérébral sévère après l'opération qu'il a subie dimanche soir. Et à son chevet, il y a le professeur
Gérard Saillant qui est très connu dans le milieu sportif, mais aussi un neurochirurgien italien réputé, Alessandro Frati, qui a été dépêché par Ferrari. Donc ils sont à son chevet et ils ont salué l'excellent travail de leurs confrères japonais. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Alors la Formule 1, voilà pour le sport, mais la Formule 1 c'est aussi parfois un spectacle. La preuve, ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé à Jérusalem. Oui, c'est le retour du roadshow pour la paix à Jérusalem, deuxième année consécutive. Donc cette année, des cascades et un circuit mettent en vedette certains des véhicules les plus spectaculaires du monde qui appartiennent à des écuries comme Ferrari, Porsche ou encore Audi. Et le maire de la ville, Nir Barkat, espère en fait rajeunir avec cet événement l'image de sa ville et montrer son côté accueillant et ouvert. D'ailleurs, il a salué dans un communiqué le succès de l'opération l'année dernière qui avait attiré 250 000 personnes et qui avait constitué évidemment une manne financière non négligeable pour la ville. Alors, ce qui est intéressant dans cette opération, c'est le circuit justement sur lequel est tracé le passage des voitures. Oui, en fait, les voitures partent de l'ancienne gare de la ville, ensuite elles longent les murailles de la vieille ville et puis elles se dirigent vers la gare rénovée sur un circuit de 2 km. Elles peuvent aller jusqu'à 240 km/h quand même. Et suite à ces 2 jours, tous les véhicules qui auront servi vont être exposés dans la nouvelle gare jusqu'au 17 octobre. Voilà, là on a d'ailleurs justement les images de ce qui s'est passé, c'est assez spectaculaire et en plus il y a des stars qui viennent. Oui, alors il y a eu une équipe de jeunes Israéliens notamment, des pilotes de F3, Roy Nissani et Yarin Stern, il y a eu des pilotes de motocross très spectaculaires et puis au niveau international, on a eu le Britannique Terry Grant, le Français Nathanaël Berton qui court pour Audi et puis surtout l'ancien pilote de Ferrari, Giancarlo Fisichella, triple vainqueur de Grand Prix qui est plutôt assez satisfait de cet événement. Je vous propose de l'écouter. Oui, c'est une ville fantastique. Je suis très heureux d'être ici pour la 2e fois et de faire partie de cet événement. Nous sommes là pour faire le show et apporter la Formule 1 au grand public. L'année dernière était un grand succès et je pense que cette année le sera aussi. Voilà, une vraie F1 Ferrari en plus dans les rues de Jérusalem, c'est un beau contraste et malheureusement ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Et effectivement, bien que l'événement soit gratuit, l'année dernière ça avait coûté à la ville 2,5 millions de shekels, soit près de 600 000 € et toute une partie du centre-ville avait été clôturée pour l'occasion. Cette année c'est la même chose, donc les riverains ne sont pas contents, mais ça donne quand même un certain statut à Jérusalem qui devient comme New York, Sao Paulo ou Moscou, une ville qui a accueilli ce genre d'événement. Merci beaucoup Lise Barenbaum, voilà donc pour la Formule 1 à Jérusalem. La culture maintenant. Avec ce soir le travail d'une photographe qui a choisi de s'intéresser aux habitants des implantations en Cisjordanie. Mais attention, uniquement sous l'angle artistique et non pas politique. Cela change tout et ces photos font d'ailleurs un tabac. Reportage pour Culture Le Mac, Fleur Citruc. À l'ère du numérique, Nathalie Lévy continue de fixer ses images sur des pellicules argentiques avec son vieux Rolleiflex. Cette citadine a le même sentiment de remonter le temps lorsqu'elle prend la route pour se rendre à Tqwa Dalet, une implantation en Cisjordanie située à seulement 1h30 de Tel Aviv. C'est spécial, c'est comme de traverser l'océan. J'ai l'impression d'aller dans un autre monde en termes d'énergie. J'ai vécu à New York, une ville vraiment trépidante, comme Tel Aviv d'ailleurs. Donc quand je vais dans le Gush Etzion, c'est pour me relaxer, faire une pause de la ville. Le Gush Etzion est le nom donné à un ensemble d'implantations israéliennes situées autour de Jérusalem qui sont illégales au regard du droit international. Israël a autorisé la plupart d'entre elles, mais certaines ne sont pas reconnues par l'État hébreu. C'est le cas de Tqwa Dalet, où les habitants n'ont pas le droit de construire des bâtiments en dur, ce qui en fait un terrain fertile pour l'imaginaire de la jeune artiste. Il y a des similitudes avec le Far West, tel qu'il est représenté dans les films ou d'anciennes photographies. Ça doit être lié au fait qu'il s'agit dans les 2 cas de pionniers qui s'installent sur une terre, plantent des arbres, construisent des cabanes. Ici, en plus, de nombreux habitants sont très créatifs. Ils ne vivent pas juste dans des caravanes. Ils utilisent leur sens de l'esthétique et cela ajoute du charme à ce petit village.
Depuis 3 ans, Nathalie se rend régulièrement dans cette implantation. Elle a tissé des liens particuliers avec les habitants, surtout les femmes, qui la laissent photographier leur quotidien. The women are bohemian on the one hand, and you could see it in the way they dress. Les femmes ont un côté bohémien. On peut le voir dans la manière dont elles s'habillent. Elles sont très à la mode. Elles ont un grand sens de l'esthétique et de la beauté. D'un autre côté, elles travaillent extrêmement dur. Elles cultivent leur potager. Elles ont toutes des enfants. J'ai beaucoup de photographies d'elles dans la cuisine, travaillant dur. Elles sont multitâches. Et malgré cela, elles maintiennent cette magnifique personnalité, très féminine. Beautiful persona. Yeah, very feminine persona. Iris, mère de 2 enfants, juge que les médias donnent habituellement une image très négative des implantations. Elle apprécie d'autant plus la démarche artistique de Nathalie. Il y a énormément de beauté ici, à tous les niveaux. Je pense que c'est important de partager ça avec le reste du monde. En Israël, les gens n'ont aucune idée de toute la beauté qu'il y a là. C'est par idéologie qu'Iris et les autres habitants de Tquadalet ont choisi d'occuper la terre au mépris des lois et au risque de devenir des parias vis-à-vis de la société israélienne. Le travail de Nathalie Lévich, lui, se situe bien loin de ses considérations politiques. À sa manière onirique, la photographe tente de capter ces instants éphémères avant que l'implantation soit détruite ou encore légalisée par l'État et qu'elle perde son caractère anarchique et sauvage. Voilà, reportage signé Fleur Citruc. On va se retrouver dans un instant pour la suite du Grand Direct, un débat consacré au virus Ebola. De nombreux pays, dont Israël d'ailleurs, prennent des mesures pour endiguer une éventuelle propagation du virus. À tout de suite.